Cette nuit-là, tout a failli basculer au sommet de l'État. Selon les autorités burkinabées, aucune panique n'a gagné les rues parce que les services de renseignement ont interrompu l'opération au dernier moment, alors que les lieux, les rôles et le calendrier étaient déjà verrouillés avec deux modes d'exécution évoqués, tir à courte portée ou explosif, et une suite conçue pour paralyser le sommet de l'armée. Si Ibrahim Traoré avait disparu, quelle chaîne d'événements se serait enclenchée en quelques minutes? C'est ce fil tendu que ce récit remonte, détail après détail, sans quitter la version officielle. Ce récit ne promet pas une révélation spectaculaire ni une vérité cachée, mais une reconstruction méthodique d'un enchaînement que les autorités décrivent comme l'un des moments les plus dangereux de l'histoire récente du Burkina Faso. En suivant uniquement la version officielle, l'objectif est clair, comprendre comment une menace jugée crédible a progressé jusqu'à un stade d'exécution avancé. Pourquoi l'État a choisi le silence plutôt que l'alerte publique, et ce que cela révèle sur la fragilité réelle du pouvoir dans un contexte de transition militaire. L'enjeu dépasse une nuit précise. Il touche à la capacité d'un pays à absorber un choc sans s'effondrer. Car derrière Ibrahim Traoré, c'est toute une architecture de commandement, de confiance et de contrôle qui était, selon ce récit, à quelques minutes de vaciller. Juste avant 23 heures, c'est la fenêtre que les autorités décrivent comme décisive. À ce stade précis, selon le gouvernement, l'opération visant Ibrahim Traoré avait dépassé la planification pour entrer dans une phase d'exécution imminente, avec des éléments déjà déployés et une marge d'erreur mesurée non plus en heures, mais en instants. D'après le récit officiel, tout commence bien plus tôt dans la nuit, sans bruit ni signe visible pour la population. Aucune rue bouclée, aucune alerte publique, aucune annonce inhabituelle. Pourtant, à l'intérieur des circuits de renseignement de l'État burkinabé, les signaux s'alignent. Ce qui, auparavant, apparaissait comme des informations isolées, commence à former une seule trajectoire cohérente. Les autorités expliquent que ce basculement marque la fin des doutes. Il ne s'agit plus de soupçons, mais d'un plan structuré, chronométré et orienté vers une cible unique. Cette cible, selon les services de sécurité, est clairement identifiée. Le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qui rend la situation exceptionnelle, insiste-t-il, n'est pas l'intention elle-même, mais le degré d'avancement atteint. Les rôles auraient été attribués, les itinéraires définis et le calendrier verrouillé. Les responsables décrivent un compte à rebours actif où chaque nouvelle information devient urgente parce qu'elle rapproche l'État d'un point de non-retour. À partir de ce moment, la logique change. Les autorités affirment qu'elles ne cherchent plus à confirmer si une attaque est impossible, mais si elles peuvent agir assez vite pour l'empêcher sans déclencher la panique ni alerter les personnes impliquées. Le choix du silence, selon ce récit, n'est pas passif, il devient un outil. Laisser le plan se dévoiler juste assez longtemps pour en mesurer l'ampleur, sans lui permettre de s'accomplir. C'est dans cet équilibre instable entre action et retenue que se construit le reste de la nuit. Pour comprendre comment cette nuit a pu rester silencieuse, les autorités déplacent le regard vers un acteur rarement visible, l'appareil de sécurité lui-même, fonctionnant en mode resserré. Aucun visage n'est mis en avant, aucun nom n'est cité. Le récit insiste plutôt sur une mécanique collective faite de protocoles rarement activés et de décisions prises loin de l'espace public. Selon cette version, la capitale n'a rien perçu parce que tout était conçu pour que rien ne déborde. Les responsables expliquent que, dans les premières heures, la priorité n'était pas l'arrestation, mais l'observation. La surveillance aurait été intensifiée sans perturbation apparente. Communication suivie, déplacements observés, signaux recoupés. L'objectif, affirme-t-il, était de confirmer que chaque pièce du puzzle était bien en place. Agir trop tôt
aurait pu disperser les personnes impliquées. Agir trop tard aurait laissé l'opération franchir un seuil irréversible. Un micro-cas revient dans ce récit, celui d'une nuit où les services ont dû travailler contre une horloge invisible. Chaque décision se mesurait en minutes. Les autorités décrivent une tension constante entre la nécessité d'agir et celle de préserver l'illusion de normalité. La ville devait rester calme, précisément parce que le plan adverse comptait sur ce calme pour se déployer sans résistance immédiate. C'est là que l'impact humain apparaît en creux. Selon le gouvernement, la discipline de l'opération adverse révélait une préparation approfondie et une connaissance fine des routines de l'État. Cette prise de conscience transforme la menace en enjeu systémique. Il ne s'agit plus seulement de protéger une personne, mais d'empêcher un enchaînement capable de désorganiser tout le sommet du pouvoir. L'enjeu devient alors simple à formuler. Gagner du temps sans le perdre. Selon le récit officiel, la nuit bascule lorsque l'État comprend que la séquence a déjà commencé. Ce n'est plus une phase d'alerte précoce, mais un moment où chaque minute rapproche l'opération de son déclenchement. Les autorités décrivent une transition nette, avant l'analyse, après la gestion d'un compte à rebours actif. À partir de là, toute la logique de réponse change, car il ne s'agit plus de prévenir un risque abstrait, mais d'interrompre une action presque arrivée à maturité visant Ibrahim Traoré. Dans un premier temps, expliquent les responsables, la priorité reste la confirmation. Les informations reçues ne sont plus fragmentées. Elles sont alignées, cohérentes et surtout synchronisées. Ce synchronisme est présenté comme l'indicateur clé. Des lieux précis auraient été identifiés. Des rôles distincts auraient été attribués. Un calendrier aurait été fixé. Pour les services de sécurité, cela signifie que la planification est close et que l'exécution dépend désormais uniquement des conditions finales sur le terrain. Vient ensuite la phase la plus délicate. Les autorités affirment que deux options d'exécution étaient envisagées. Une action directe à courte portée, rapide et définitive, ou une option plus destructrice impliquant des explosifs. Le choix final, selon ce récit, ne relevait plus de débats internes, mais de paramètres opérationnels. Cette incertitude rend la situation particulièrement instable, car elle réduit la capacité de l'État à anticiper le moment exact du passage à l'acte. À ce stade, le gouvernement explique avoir activé des contre-mesures discrètes. Aucune démonstration de force visible, aucun déploiement massif. La surveillance est renforcée, les communications suivies, les mouvements observés, mais tout doit rester invisible pour éviter d'alerter les personnes impliquées. Les responsables soulignent que le risque principal n'était pas seulement l'attaque elle-même, mais une accélération incontrôlée du plan si les comploteurs se sentaient en découvert. La tension atteint son point culminant lorsque la fenêtre temporelle est identifiée. Selon les autorités, l'assassinat était prévu peu après 23 heures, un moment choisi pour le calme relatif de la ville et la lenteur des réactions nocturnes. Ce détail n'est pas anodin. Il suggère, dans le récit officiel, une connaissance fine des rythmes urbains et des capacités de réponse de l'État. Pour les services kakébis de renseignement, cette précision confirme que l'opération n'est ni improvisée ni symbolique. À mesure que l'horloge avance, le dilemme devient brutal. Agir trop tôt pourrait disperser le réseau et laisser échapper des acteurs clés. Agir trop tard signifierait perdre le chef de l'État en quelques instants. Les autorités décrivent avec cette période comme une attente contrôlée des deux côtés. Les comploteurs patienteraient, convaincus que toutes les conditions sont réunies. L'État, lui, attendrait juste assez longtemps pour s'assurer qu'aucune pièce ne manque. Lorsque l'intervention a finalement lieu, affirment les responsables,
Elle se produit à quelques minutes seulement de la fenêtre d'exécution prévue. L'attaque est stoppée avant le point de non-retour. Dans ce récit, ce moment marque le passage du danger imminent à une menace neutralisée. Mais il ouvre immédiatement une autre question. Si l'assassinat n'était que le début, qu'est-ce qui devait suivre? Le basculement décrit par les autorités repose sur peu de chiffres, mais sur des chiffres précis. Le premier concerne le temps. Selon le récit officiel, la fenêtre d'exécution était située juste après 23 heures, un choix présenté comme stratégique. Avant ce seuil, la ville reste active. Après, les mouvements attirent mais moins l'attention et les délais de réaction s'allongent. Ce passage horaire marque, dans la version gouvernementale, la différence entre une menace théorique et un risque immédiat pour Ibrahim Traoré. En d'autres termes, le temps n'est plus un contexte, mais une variable opérationnelle. Le deuxième élément chiffré concerne la marge d'erreur. Les responsables expliquent qu'à ce stade, elle ne se mesurait plus en heures, mais en minutes. Cette compression du temps est centrale dans leur argumentation. Avant, l'État pouvait observer, recouper, analyser. Après, chaque décision devenait irréversible. Une intervention prématurée pouvait déclencher la suite du plan. Une intervention tardive pouvait laisser l'assassinat se produire. Le passage d'un horizon large à une fenêtre étroite constitue, selon eux, le signe que l'opération avait atteint un niveau d'avancement exceptionnel. Le troisième chiffre avancé par le gouvernement touche aux moyens. Lors de son allocution télévisée, le ministre de la Sécurité affirme que l'opération aurait été financée à hauteur de 70 millions de francs CFA, une somme décrite comme déjà versée et en circulation. Ce détail est essentiel dans la narration officielle. Il permet de distinguer une intention idéologique d'une capacité réelle. Selon les autorités, cet argent aurait servi à déplacer des personnes, sécuriser la logistique et maintenir le silence durant la phase finale. Le financement devient ainsi le lien entre le plan et son exécution possible. Pris ensemble, ces éléments forment un schéma cohérent dans le récit de l'État. Le temps indique le moment critique, la marge réduite montre l'urgence, l'argent explique la discipline et la coordination. Aucun de ces chiffres n'est présenté comme isolé. Les autorités insistent sur leur interaction. Sans financement, la précision du calendrier aurait été difficile. Sans compression temporelle, la coordination aurait été plus visible. Sans choix horaire précis, l'effet de surprise aurait été amoindri. Ce cadrage quantitatif sert aussi une fonction politique. Il vise à justifier le silence initial des autorités. Si tout s'est joué en minutes, explique-t-elle, alors informer le public plus tôt aurait risqué de compromettre l'intervention. Le chiffre devient ici un argument de légitimation. Il soutient l'idée que l'État n'a pas tardé par négligence mais par calcul. Enfin, ces données permettent de comprendre pourquoi le gouvernement parle d'une interruption au bord du désastre. Ce n'est pas l'ampleur visible des dégâts qui fondent cette qualification, mais la proximité mesurable avec le point de non-retour. Pour les autorités, c'est précisément parce que ces seuils ont été atteints, l'heure, les minutes, les fonds, que cette nuit est présentée comme un quasi-accident historique impliquant Ibrahim Traoré. Un premier contre-argument revient souvent face au récit officiel. Selon certains observateurs, l'absence de preuves indépendantes rend difficile l'évaluation réelle de la menace. Aucun document n'a été rendu public, aucune vérification extérieure n'a confirmé la chronologie avancée par le gouvernement. Dans cette lecture, l'histoire d'une tentative d'assassinat stoppée à la dernière minute pourrait aussi servir à consolider l'autorité du pouvoir en place en renforçant l'image d'un État assiégé mais vigilant. Un second argument critique porte sur la gestion du silence. Informer la population plus tôt avance ses voix,
aurait pu renforcer la vigilance collective et limiter les risques. Le choix de ne rien dire serait alors interprété non comme une nécessité opérationnelle, mais comme une décision politique destinée à contrôler le récit après coup plutôt qu'à partager l'information en temps réel. La réponse des autorités s'appuie sur la logique interne de la menace telle qu'elles la décrivent. Selon elles, la nature même de l'opération rendait toute communication publique dangereuse. Le plan, affirme-t-elle, reposait sur la simultanéité, la discrétion et la compression du temps. Alerter trop tôt aurait pu pousser les acteurs impliqués à accélérer l'exécution ou à déclencher les étapes suivantes, conçues précisément pour exploiter la confusion. Le gouvernement insiste aussi sur un point central. Ce qui a convaincu les services de renseignement n'était pas une rumeur, mais une convergence d'éléments opérationnels. Le calendrier précis, les rôles assignés, les moyens financiers déjà engagés et, surtout, l'interception d'une vidéo dans laquelle les protagonistes auraient parlé ouvertement de la séquence prévue. Dans cette version, la menace n'était pas déduite, elle était articulée. Enfin, les autorités soulignent que le silence n'était pas synonyme d'inaction. Il s'agissait d'une phase active marquée par une surveillance accrue et une préparation ciblée. L'objectif, selon elle, n'était pas de convaincre l'opinion publique, mais d'empêcher un effondrement en chaîne. Dans cette perspective, la question n'est pas seulement de savoir si le récit est crédible, mais si, face à un risque systémique, une autre stratégie aurait réellement réduit le danger. Selon les autorités, ce constat marque un tournant décisif dans la compréhension de la nuit. Jusqu'ici, tout semblait converger vers l'élimination physique d'Ibrahim Traoré. Mais à ce stade du récit officiel, les services de sécurité affirment avoir compris que la mort du chef de l'État n'était que le premier mouvement d'une séquence beaucoup plus large, pensée pour se déployer dans les minutes suivantes. Le cœur de cette révélation tient à la logique du calendrier. Les responsables expliquent que la précision horaire ne visait pas uniquement à garantir l'effet de surprise, mais à ouvrir un vide de commandement, de coordination et de lisibilité. L'assassinat, dans cette lecture, devait créer une onde de choc suffisamment rapide pour empêcher toute réaction structurée avant l'aube. C'est ici que le récit change d'échelle. La menace n'est plus individuelle, elle devient systémique. Selon le gouvernement, les étapes suivantes auraient visé à neutraliser d'autres officiers clés et des figures civiles symboliques, non pour prendre immédiatement le pouvoir, mais pour laisser la confusion s'installer. Aucun message, aucune annonce, juste le silence et la désorientation. Les autorités décrivent ce moment comme celui où la priorité bascule définitivement. Il ne s'agit plus seulement de protéger une personne et une personne, mais d'empêcher l'effondrement de la capacité de l'État à voir, comprendre et réagir. Cette prise de conscience explique, selon elle, pourquoi l'intervention devait être chirurgicale et pourquoi chaque minute gagnée comptait double. À partir de là, la question centrale n'est plus comment l'assassinat a été évité, mais ce que cette séquence aurait rendu possible si elle avait commencé. Si la séquence décrite par les autorités avait été menée à son terme, ses effets se seraient propagés bien au-delà d'une nuit et d'une personne. Pour l'État, d'abord, l'élimination d'Ibrahim Traoré aurait créé un vide immédiat au sommet de la chaîne de commandement. Selon le récit officiel, ce vide n'était pas un effet collatéral, mais un objectif central. Sans leadership clairement identifié dans les premières 2 minutes, la capacité à donner des ordres cohérents, à confirmer des informations et à coordonner une réponse nationale aurait été gravement affaiblie. Pour l'institution militaire, les conséquences auraient été tout aussi profondes. Les autorités affirment que le plan visait ensuite des officiers supérieurs précis, choisis non au hasard, mais pour leur rôle décisionnel.
Leur neutralisation aurait ralenti la transmission des ordres, fragmenté les unités et multiplié les initiatives isolées. Dans un tel contexte, expliquent les responsables, même des forces loyales auraient n'est pu hésiter, faute de directives claires et de renseignements fiables. Le risque n'aurait pas été seulement l'inaction, mais des réponses désynchronisées, potentiellement contradictoires. Du côté des civils, l'impact se serait manifesté autrement. L'absence d'annonces officielles, combinée à des attaques ciblées et quasi simultanées, aurait nourri la rumeur et la peur. Selon le gouvernement, l'objectif n'était pas de contrôler la population par un message, mais de la submerger par l'incertitude. Des figures civiles symboliques auraient été visées pour amplifier ce sentiment d'effondrement institutionnel. Dans ce scénario, la panique ne naît pas d'un événement unique, mais de l'impossibilité de comprendre ce qui se passe réellement. À l'échelle régionale, enfin, les autorités estiment que les répercussions auraient de dépasser les frontières du Burkina Faso. L'accusation d'un financement en provenance de l'extérieur, notamment de la Côte d'Ivoire, transforme la menace interne en enjeu diplomatique. Même sans confirmation indépendante, cette dimension régionale suffit à élever la crise à un niveau géopolitique. Une instabilité prolongée à Ouagadougou aurait eu des effets en cascade sur les équilibres sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui relie ces quatre niveaux, État, armée, civile, région et la vitesse. Selon le récit officiel, tout était conçu pour que les conséquences se produisent avant même que leur cause ne soit pleinement identifiée. C'est pourquoi les autorités parlent d'un quasi-effondrement évité de justesse. La survie d'Ibrahim Traoré n'aurait pas seulement empêché un assassinat, mais bloqué l'ouverture d'une fenêtre où chaque acteur aurait réagi dans l'ombre des autres. Dans cette lecture, la nuit du 3 janvier 2026 devient un test, non pas de la force visible de l'État, mais de sa capacité à contenir une désintégration rapide et silencieuse. La question qui en découle est directe: si un tel scénario a pu être conçu, à quel point le système reste-t-il exposé aujourd'hui? Dans le scénario de base décrit par les autorités, la priorité des prochains mois serait la stabilisation silencieuse. Les enquêtes se poursuivraient sans annonce spectaculaire, avec l'objectif de cartographier l'ensemble du réseau évoqué. Financement, recrutement, logistique, accès. Dans cette trajectoire, l'État chercherait moins à démontrer sa force qu'à réduire progressivement la capacité de nuisance résiduelle. La communication resterait prudente afin d'éviter de créer des martyrs ou de révéler prématurément l'étendue des informations collectées autour d'Ibrahim Traoré et de son environnement sécuritaire. Un scénario plus optimiste repose sur l'hypothèse que cette tentative avortée ait servi d'électrochoc. Dans cette lecture, la révélation d'une opération aussi avancée pousserait à renforcer les mécanismes internes de contrôle, de coordination et de contre-renseignement. Les autorités pourraient utiliser cet épisode pour resserrer les chaînes de commandement, clarifier les procédures de crise et améliorer la circulation de l'information entre civils et militaires. À moyen terme, cette consolidation réduirait la probabilité qu'un plan similaire atteigne à nouveau un tel degré de maturation. Le scénario le plus préoccupant, enfin, est celui d'une menace persistante mais diffuse. Même si les principaux acteurs ont été arrêtés, les autorités reconnaissent implicitement que toutes les ramifications ne sont pas encore connues. Dans cette hypothèse, des cellules dormantes ou des réseaux d'influence pourraient subsister, attendant un contexte plus favorable. Le risque ne serait pas une répétition exacte de la même séquence, mais une adaptation, moins centralisée, plus fragmentée, plus difficile à détecter. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne se joue uniquement sur un événement spectaculaire. Elle dépend de décisions graduelles, souvent invisibles, prises sur la durée. La question clé
n'est donc pas de savoir si une autre nuit critique surviendra, mais comment l'État ajuste en continu sa lecture des signaux faibles. La recommandation implicite qui ressort du récit officiel est une posture mentale plutôt qu'une certitude. Considérer la stabilité non comme un acquis, mais comme un équilibre à maintenir. Dans ce cadre, la vigilance devient une routine et non une réaction exceptionnelle. C'est peut-être là, selon cette lecture, le véritable enseignement laissé par cette nuit autour d'Ibrahim Traoré. Au-delà des cercles du pouvoir, ce récit officiel cherche aussi à établir un lien plus direct avec différents segments de la société. Pour les citoyens ordinaires, d'abord, il met en lumière une réalité rarement visible. Des décisions cruciales peuvent être prises sans signe extérieur, précisément pour éviter la panique. La normalité apparente de la nuit décrite n'est pas présentée comme une illusion, mais comme un objectif en soi. Comprendre cela invite le public à relire le silence, non comme une absence d'action, mais comme une stratégie assumée. Pour les membres des forces de sécurité et de l'administration, l'histoire agit comme un rappel interne. Selon les autorités, la menace n'est pas toujours identifiable par des signaux spectaculaires. Elle peut progresser par petites étapes, à l'intérieur même des routines. Cette lecture valorise la vigilance quotidienne, la capacité à relier des informations dispersées et à agir sans reconnaissance publique immédiate. Dans ce cadre, la loyauté et la discipline ne se mesurent pas seulement dans l'action visible, mais dans la retenue. Les acteurs économiques et sociaux sont également concernés, même indirectement. Une instabilité brutale au sommet de l'État aurait eu des répercussions rapides sur la confiance, les échanges et la prévisibilité. Le récit gouvernemental suggère que la prévention d'un tel choc protège aussi des équilibres moins visibles, mais essentiels au fonctionnement du pays. Ce lien entre sécurité politique et continuité économique reste implicite, mais il traverse l'ensemble de la narration. Enfin, pour un public plus large, y compris à l'extérieur du Burkina Faso, cette histoire pose une question universelle. Dans des contextes de transition ou de fragilité institutionnelle, jusqu'où un État peut-il aller dans le secret pour se protéger sans perdre la confiance de ceux qu'il gouverne? La figure d'Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un individu isolé que comme un point de convergence de ces tensions. Ce déplacement du regard transforme le récit. Il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est passé une nuit donnée, mais de ce que chacun accepte ou non, comme compromis entre sécurité et transparence. C'est à ce niveau que l'histoire commence à toucher directement le spectateur. Dans le récit des autorités, la réponse à cette tentative avortée ne se limite pas aux arrestations immédiates. Elle s'inscrit dans une logique de séquence pensée pour réduire durablement la probabilité qu'un plan similaire atteigne à nouveau un stade aussi avancé. La première étape, selon le gouvernement, consiste à cartographier l'ensemble du réseau impliqué, qui a recruté, qui a financé, qui a fourni l'accès et qui attendait des instructions. Cette phase privilégie la compréhension complète plutôt que des résultats rapides et visibles. La deuxième étape concerne le contrôle de l'information. Les responsables expliquent que la communication publique doit être dosée, ni inexistante ni excessive. Trop de détails pourraient compromettre les enquêtes en cours. Trop peu pourraient nourrir la spéculation. L'objectif affiché est de maintenir la confiance sans exposer les méthodes ni les vulnérabilités de l'État. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré reste centrale, non comme symbole héroïque, mais comme point de stabilité institutionnelle. Troisièmement, les autorités mettent en avant le renforcement des mécanismes internes. Cela inclut une meilleure coordination entre renseignements militaires, sécurité intérieure et autorités civiles. Le but est d'accélérer la circulation des signaux faibles afin qu'aucune information critique ne reste isolée trop longtemps. Selon cette logique, la prévention dépend moins de moyens spectaculaires
que de la fluidité des échanges et de la clarté des responsabilités. Une quatrième dimension touche aux capacités techniques. Le récit officiel insiste sur l'importance de conserver des moyens de surveillance et de confirmation fiables, capables de distinguer la rumeur d'une menace structurée. La tentative décrite a montré, selon les responsables, qu'aveugler l'État faisait partie du plan adverse. Préserver cette capacité devient donc un indicateur clé de résilience. Enfin, la feuille de route se conclut par un principe de mesure. Chaque action doit être évaluée non par son impact médiatique, mais par sa capacité à empêcher une séquence de se recomposer. Dans cette approche, la réussite se définit par l'absence de crise visible. Si, dans les mois à venir, aucune nuit comparable ne se reproduit autour d'Ibrahim Traoré, les autorités considéreront que l'équilibre a été maintenu même sans preuve spectaculaire à montrer. Le récit revient alors à l'image initiale. Une nuit calme, sans sirène, sans annonce, sans signe visible de crise. Ce contraste est central. Ce qui aurait pu apparaître comme une absence d'événement devient rétrospectivement la trace d'un affrontement invisible. Selon la version officielle, si rien n'a débordé dans les rues, c'est précisément parce que tout se jouait ailleurs, dans des décisions prises à huis clos et dans une course contre une horloge silencieuse. Ibrahim Traoré réapparaît d'ici non comme un héros mis en scène, mais comme le point fixe autour duquel tout a failli se décomposer. Sa survie, dans ce récit, n'est pas présentée comme un triomphe personnel, mais comme la fermeture d'une brèche. Une brèche temporelle où quelques minutes auraient nous suffi à déclencher une chaîne d'événements irréversibles. Cette idée donne à la nuit une dimension presque abstraite. Ce n'est pas ce qui s'est produit qui marque, mais ce qui aurait pu s'enchaîner. Le motif du silence revient une dernière fois. Il n'est plus seulement stratégique, il devient symbolique. Il rappelle que certaines crises ne se manifestent pas par le bruit, mais par leur capacité à rester invisibles jusqu'au seuil critique. Dans cette perspective, la normalité n'est pas rassurante en soi. Elle peut être construite, maintenue, défendue. La phrase clou du récit est implicite. Parfois, l'histoire bascule sans témoin, et parfois, elle ne bascule pas pour la même raison. Ce que laisse cette histoire, au-delà de ses détails et de sa chronologie officielle, c'est une interrogation plus large sur la manière dont les sociétés traversent les moments de vulnérabilité extrême. Ici, il n'y a ni image spectaculaire, ni discours victorieux. Il y a un récit de retenue, de calcul et de décisions prises dans l'ombre pour éviter un effondrement visible. Cette approche, qu'on l'accepte ou qu'on la questionne, invite à réfléchir au prix réel de la stabilité. La figure d'Ibrahim Traoré sert alors de point d'entrée vers une réflexion collective. Non pas pour juger un homme, mais pour interroger un système. Jusqu'où un État peut-il aller dans le secret pour se protéger? À partir de quel seuil ce silence devient-il un risque pour la confiance publique? Ces questions ne concernent pas uniquement le Burkina Faso. Elles résonnent dans tout contexte où le pouvoir, la sécurité et la transparence s'entrecroisent. Ce récit officiel ne prétend pas clore le débat, il le déplace. Il suggère que certaines menaces ne se mesurent-ils pas à leurs conséquences visibles, mais à leur capacité à être contenues sans laisser de traces. Comprendre cela demande du recul, de la nuance et du temps. La question finale reste donc ouverte et elle s'adresse directement au spectateur. Dans un monde où tout peut basculer en quelques minutes, qu'est-ce qui vous rassure le plus? Savoir immédiatement ou savoir que quelqu'un veille dans le silence?